Cet homme s'appelle Joseph John Kindler. En septembre 1984, il était incarcéré à la prison de Philadelphie, aux États-Unis. Kindler a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. C'était un meurtre prémédité et on lui a imposé la peine de mort. Nous étions préoccupés parce qu'il avait déclaré qu'on ne l'aurait pas vivant. Soit il allait en prison, soit il allait à la morgue. Il n'y avait pas d'autre option. C'était notre mot d'ordre. Le 19 septembre 1984, Joseph John Kindler s'évade du pénitencier de Philadelphie. Et c'est au Canada qu'il choisit de s'enfuir. À la fin de l'été 1984, des travaux de réfection ont lieu à la prison de Philadelphie, où sont enfermés de dangereux détenus. Le 19 septembre, Joseph John Kindler, un meurtrier condamné à la peine de mort, profite d'un moment d'inattention des ouvriers pour voler une scie à métal. C'est sûr que si je vais avec des travailleurs dans le secteur où est Joseph Kindler, j'ai tout avantage à m'assurer que l'ouvrier va ressortir avec tous ses outils. Parce que c'est un individu qui est très débrouillard et qui est capable de faire beaucoup avec peu. Le soir venu, Joseph John Kindler se met à l'œuvre. Il scie un à un les barreaux de sa cellule. Kindler a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. C'était un meurtre prémédité. Et on lui a imposé la peine de mort. C'est évident que là, même si les exécutions sont très rares en Pennsylvanie, il n'attend pas d'entrer dans le couloir de la mort. Il décide de s'évader. Kindler sort par la fenêtre de sa cellule et saute dans la cour qui se trouve un étage plus bas. Pour éviter d'être repéré, il rampe comme un serpent jusqu'à la double clôture, située de l'autre côté de la cour. Kindler, c'était un gars très en forme. Il s'entraînait beaucoup. Il pouvait faire beaucoup de choses, là, sauter des clôtures, courir. Il n'y avait pas de problème pour lui. Agile comme un chat, Kindler bondit sur la première clôture de 6 mètres qu'il escalade d'un trait. Il refait le même manège pour franchir la deuxième clôture et prend la clé des champs. Au moment où les gardiens du pénitencier de Philadelphie se rendent compte que Joseph John Kindler manque à l'appel, l'évadé est déjà loin. Il fait route vers le Canada. Évidemment, ici, il n'y a plus la peine de mort et il pense pouvoir refaire sa vie plus discrètement. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et donc, se dirige vers le Québec. C'est des gens avec lesquels il faut que tu fasses bien attention parce que ces gens-là, lorsqu'ils retournent dans leur pays, habituellement, c'est la peine de mort qui s'applique. Donc, ils ont tout intérêt à prendre le ou les moyens nécessaires pour rester au Canada. Joseph Kindler était quelqu'un qui était un petit criminel et il avait commis un cambriolage quand même assez sérieux. Et il y avait un de ses complices qui avait accepté de témoigner contre lui, de collaborer avec la police. Et donc, Kindler savait qu'il risquait d'être condamné avec ce témoignage-là. Et c'est cette personne-là qui a été assassinée, et, selon la preuve, par Kindler.
Donc, il a été battu à coups de batte de baseball et son corps a été jeté dans le fleuve Delaware. Et par la suite, Kindler a été arrêté pour ce meurtre-là. Arrivé au Québec, Kindler s'installe dans la région de Sainte-Adèle. Il réussit à se faire oublier en vivant sous la fausse identité de Scott McGill. Il commet une série de vols par effraction dans des chalets pour subvenir à ses besoins, mais il doit être prudent, car il sait qu'on le recherche activement. Bien, évidemment, là, on a quelqu'un qui est condamné à mort qui s'évade de prison. Donc, c'est quand même pas tous les jours, c'est même extrêmement rare. Il est considéré comme violent, dangereux. Il a tué un témoin. Alors, la police pense qu'il est prêt à tout pour ne pas retourner en prison ou, éventuellement, l'exécution l'attend en principe. Donc, évidemment, des chasses à l'homme est entreprise. Les polices des États-Unis, du Canada sont avisées. La persévérance des policiers porte fruit. Le 27 avril 1985, soit plus de 6 mois après son évasion, Joseph John Kindler, alias Scott McGill, est arrêté à Sainte-Adèle. Il a été arrêté par les policiers sur le nom de Scott McGill. Maintenant, Kindler ne savait pas, à ce moment-là, que les policiers savaient qu'il s'appelait Kindler. Lors de sa comparution au palais de justice de Saint-Jérôme, le fugitif américain apprend que non seulement il est accusé de vol, mais aussi d'être entré illégalement au Canada. Et donc, il est envoyé à Parthenay. On ne l'envoie pas tout de suite aux États-Unis. Et là, donc, il est incarcéré en attendant d'être jugé pour ses cambriolages canadiens, tandis que les Américains, eux, veulent son extradition pour qu'il soit ramené au pénitencier fédéral américain. À l'époque, la prison de Parthenay est une prison unique au Québec. Elle occupe les étages supérieurs du quartier général de la Sûreté du Québec, un édifice qui en compte 13. C'est la plus haute prison au Canada. C'est une prison, une prison qui flotte dans les nuages. 8 étages de policiers, un étage pour la mécanique, la ventilation, tout ça. Et par la suite, 5 étages là, de carcéral. La prison de Parthenay avait été aménagée à la fin des années 60 pour héberger les prisonniers en attente de procès. Fermée depuis 1996, elle est célèbre pour avoir hébergé les prisonniers politiques de la crise d'octobre. Le gros avantage, c'est effectivement sa situation physique. Penser à une évasion, fallait vraiment être très ingénieux. Quelques-uns ont essayé, très peu ont réussi. Et malheureusement, ceux qui ont essayé, souvent se sont retrouvés au sol après un plongeon de plus de 10 étages. Incarcéré dans cette forteresse entre ciel et terre, Kindler attend les procédures d'extradition. Déjà à l'époque, Julius Gray, qui se spécialise dans les affaires de droits fondamentaux, s'était rendu disponible pour Kindler dans sa première cause. M. Kindler m'a juré qu'il était innocent. Ça ne change rien, je lui ai dit, ça ne change rien. Si vous me dites que vous êtes coupable, ma position face à la peine de mort va être exactement la même, et c'est la seule question pertinente au Canada. Je suis persuadé que la justice américaine voudra quand même... Je faisais beaucoup d'immigration à cette époque-là. On a fait une demande en immigration qui a réussi en première instance, mais la Cour d'appel fédérale a cassé. Pendant tout ce temps, Joseph John Kindler se fait une nouvelle vie à l'intérieur des murs de la prison de Parthenay. Je sais pas si ça venait de son expérience dans les prisons américaines, mais il gardait ses distances, demandait ce à quoi il avait droit. On ne peut pas dire qu'on avait de problème avec. On le voyait aller dans les secteurs, tranquille, se mêlait peu aux autres. C'est sûr qu'au niveau du personnel, on avait peu de contact avec. C'était un anglophone qui ne parlait pas français. Par contre, on voyait que c'était quelqu'un qui était très en forme.
Et on voyait qu'il prenait toutes les occasions possibles pour aller au 13e étage, faire de l'exercice. Même chose aussi quand il avait accès au gymnase. Oui, on s'en méfiait. Il était charmant. D'ailleurs, ma femme, qui est mon associée, est allée lui rendre visite aussi. Elle est venue avec la même impression. En dînant ce soir-là, nous nous sommes dit, mais non, cet homme-là n'est pas dangereux. Il n'a pas l'air dangereux, il ne parle pas comme un homme dangereux. Cette éloquence et ce talent qu'il a de charmer les gens, Kindler en donne un bon aperçu dans une entrevue qu'il accorde à une journaliste de CTV. Quand je suis venu ici, je ne pensais pas retourner dans le système judiciaire. Je pensais rester libre sous un nouveau nom. Je n'avais pas prévu être arrêté. Manifestement très, très intelligent, même brillant, et il ne laissait pas sortir les émotions. Malgré son allure pacifique, les gardiens se méfient de Kindler. Ils craignent qu'il ne tente de prendre l'un d'eux en otage pour éviter l'extradition aux États-Unis. Même si un tel incident ne s'est jamais produit, il redouble de vigilance face aux criminels américains. L'étroite surveillance dont il est l'objet n'empêchera pas Kindler de concocter un plan d'évasion pour le moins audacieux. Il est prêt à tout pour ne pas retourner aux États-Unis, même à défier la mort en se jetant dans le vide du haut de sa prison. Condamné à la peine de mort pour un meurtre commis de sang-froid, Joseph John Kindler s'est évadé de la prison de Philadelphie en septembre 1984. Il s'est enfui au Canada, où il a été arrêté 6 mois plus tard. Il est incarcéré à la prison de Parthenay en attendant les procédures d'extradition. Il y avait une cour extérieure au 13e étage, entourée de barreaux, avec un plafond. Donc, pas de soleil qui va là, et c'est au grand vent. Au toit, il y avait ce qu'on pourrait appeler des puits de lumière. Il y en avait peut-être 4 ou 5 placés à différents endroits là, dans la cour extérieure pour laisser passer un peu de clarté. Le 23 octobre 1986, par un soir froid et très venteux, Joseph John Kindler décide que le temps est venu de filer. Incarcéré au centre de détention de Parthenay depuis maintenant 18 mois, il tente le tout pour le tout. Kindler séjourne dans l'aile CD du 11e étage, avec une trentaine d'autres détenus. Pendant la soirée, lui et son compagnon d'évasion subtilisent des draps dans les autres cellules. Puis d'après moi, il devait avoir un bon 100 pieds, certains de draps. Si on calcule la distance qu'il y a à partir du 13e étage pour descendre sur le garage de la Sûreté du Québec. Les complices s'organisent pour que les draps se rendent à destination, un peu avant la cloche qui annonce le début de la dernière récréation de la journée, celle de 22 heures. Kindler et un complice, Richard Chevrier, un meurtrier qui devait être transféré la semaine suivante, commencent à marcher en rond dans la petite cour sous l'œil attentif des 2 gardiens. Dans le domaine carcéral, tu dois assumer ta propre sécurité et tout ce que tu peux avoir pour augmenter ta sécurité, c'est ton confrère de travail qui est proche. Mais quand une urgence oblige les gardiens à quitter les lieux pour quelques minutes, les 2 détenus se retrouvent sans surveillance. S'il y en a un qui doit sortir pour une raison ou une autre, l'autre sort également. On ne peut pas se placer en situation de se faire prendre en otage. La seule façon que ça n'arrive pas, ou de diminuer le risque, c'est de rester les 2 ensemble. Aussitôt hors de vue des gardiens, Kindler s'active. Il récupère les draps cachés dans un coin. Il s'empare de la barre de fer qu'il a volée au gymnase et fracasse le puits de lumière. Revenus à leur poste de garde, les gardiens ont la surprise de leur vie. Le puits de lumière est défoncé et les 2 détenus ont disparu. Pendant que le personnel de l'établissement met en place le plan d'urgence,
Kindler et son complice s'affairent à nouer les draps ensemble pour en faire une seule et unique corde. Il fallait qu'il calcule, premièrement, quelle hauteur que ça avait à partir du 13e jusqu'en bas pour qu'il y ait assez de draps. Il fallait quand même qu'il soit assez en bonne forme physique pour descendre, sans se faire voir. Partenait la dynamique qu'on avait lorsqu'il y avait une tentative d'évasion. La première des choses, c'est que les corps policiers sont divisés. Comme on est dans l'édifice de la Sûreté du Québec, la Sûreté du Québec prend le contrôle de l'édifice et la police de Montréal cerne l'établissement. De façon que s'il y a une évasion, que la personne ne puisse pas réussir à sortir du périmètre de l'édifice. Et les agents de service correctionnel, là, bon, on fait rentrer tous les détenus en cellule, on fait une vérification, qui manque, qui est là. Une fois les draps noués, les détenus doivent faire vite. Ils savent qu'à tout moment, ils risquent d'être traqués et mis en joue par les gardiens et les policiers qui travaillent dans l'édifice. Avec l'énergie du désespoir d'un condamné à mort, Kindler descend le long des 12 étages qui le séparent du toit du garage. Si les draps noués à la hâte ne tiennent pas le coup, il est conscient qu'il saute vers une mort atroce. Kindler est descendu le premier, puis il devait peut-être avoir 8 à 10 pieds que les draps ne touchaient pas au garage. Fait que rendu au bout, il s'est laissé tomber sur le garage. Aussitôt rendu sur le toit du garage, Joseph John Kindler saute en bas sur la terre ferme et se fond dans la nuit noire. Il est un homme libre. Chevrier a suivi. Mais, malheur pour lui, rendu au 3e étage, les draps ont lâché. Il s'est écrasé mortellement sur le toit du garage, la sûreté. Probablement que l'autre qui a tenté de s'évader avec l'a aidé. Mais je pense qu'il était suffisamment intelligent pour même pas en avoir besoin. Je sais pas comment il aurait pu faire pour atteindre le plafond de la cour extérieure s'il aurait été tout seul, mais je pense qu'il était capable de le faire. Les enquêteurs Roméo Lecomte et Marcel Lamarche sont chargés des recherches pour retrouver Kindler. Au début de l'enquête, on savait qu'il était américain, qu'il ne parlait pas un mot français, qu'il n'y avait personne où aller dans la région. Il pouvait aller n'importe où. Il pouvait être dangereux, étant donné qu'il pouvait faire des vols pour se procurer de l'argent. Il pouvait tout faire pour essayer de s'en sortir. Au bout de quelques semaines, une première piste mène les deux enquêteurs sur la réserve amérindienne de Kanesatake, près d'Oka, où un jeune Mohawk dit l'avoir hébergé. Nous sommes allés vérifier, on a rencontré différentes personnes en leur demandant s'ils avaient vu quelqu'un qui parlait juste l'anglais, une personne qu'ils n'avaient jamais vue dans la région. Espérant que Kindler s'y trouve toujours, la Sûreté du Québec décide de surveiller le secteur à bord de véhicules banalisés. Et on n'a eu aucune information additionnelle à part que le jeune Indien l'avait hébergé chez lui pour une journée ou deux. Il était toujours sur ses gardes. C'est qu'à ce moment-là, on a pensé qu'on aurait de la misère à le prendre. Alors, Kindler prend le large et, peut-être étonnamment, parce que c'est là qu'il avait été arrêté la première fois, retourne dans les Laurentides. Quelques semaines plus tard, les policiers sont sur une nouvelle piste. Et cette fois, ils sont déterminés à mettre le grappin sur Kindler avant que celui-ci ne commette l'irréparable. En octobre 1986, un dangereux criminel américain a réussi une spectaculaire évasion de la prison de Parthenay à Montréal.
Joseph John Kindler s'est enfui du 13e étage de l'édifice en confectionnant une corde de fortune à l'aide de draps noués bout à bout. Quelque temps après, les policiers croient l'avoir repéré. Le propriétaire d'un chalet cambriolé a remarqué que le voleur avait passé un appel téléphonique en Pennsylvanie. L'appel date de quelques semaines. Kindler est bel et bien revenu dans la région. Pas exactement au même village, mais